Bien, la séance est ouverte. Alors, je procède à l'appel. Marie-Pascale Ferré, Olivier Dupont. Présent. Valérie Lecomte. Présent. Daniel Dess. Présent. Laurence Bernard. Présent. Georges Abou. Présent. Marguerite Sarlat. Présent. Roger Adot. Présent. Gérard Allard. Présent. Michel Fauche, pouvoir à Sabine Jamais. Dominique Nocturne. Présent. Sylvain Benayoun. Présent. Michel Fraioli, Sylvie Bocalza, Sarah Béag. Elle arrive dans 2 minutes. Vous voyez la précision, elle arrive dans 2 minutes. Isabelle Poulain, pouvoir à Dominique, lecture. Karine Gauthier, Jeannot, pouvoir à Valérie Lecomte. Pierre-Étienne Briette, présent. Sabine Jamais. Fabien Bignolet, présent. Hugues Brissot, présent. Christian Lepage, pouvoir à Olivier Dupont. Pierre Fulchir, présent. Laurence Ausseuil, présent. Aude Misnard, présent. Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurent Davoval, et Frédéric Guillaume, présent. Je fais passer la feuille de signature. Alors, le secrétaire, je demande à Sylvain s'il est d'accord. Oui. Assurer le secrétariat. Et je l'en remercie. Donc on vous a dit que le PV vous sera proposé, vous sera soumis au conseil municipal du 6 février. Alors, je vous en ai donné des explications. Alors je vous rapporte les décisions prises entre octobre et décembre. La 41, un bail à usage commercial d'un local situé au 9 rue de Paris. Signature d'un bail à usage commercial au 9 rue de Paris, je pense que ça pose un décision 30, signature d'un avenant 2 avec Clocherie de France, aménagement des abords de la salle Saint-Louis de Liarde, d'un montant de 29 117 €. Décision 43, modification de la localisation des emplacements de stationnement de la concession à long terme 108 rue de Paris, établie suite à la création de la livraison rue de Paris, rue de la Garenne. Décision 44, signature d'une convention avec ODCVL pour un séjour dans les Vosges. Je ne sais pas où, dans les Vosges. Durant les vacances de février, pour les enfants viermois. Décision 45, signature d'un contrat de location d'un appartement 1 rue Noire pour un agent communal. Décision 46, signature... Pardon. C'est où vous dites Gérard Bert, dans les Vosges. 46, signature d'un avenant modifiant le bail à usage commercial relatif au local commercial situé 9 rue de Paris, par l'ajout du nom de l'enseigne Au Goût Frais. Décision 47, signature d'une convention d'engagement refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux sur le secteur du parc du Maître. Voilà pour ce qui concerne les décisions. Alors, le point 1 de la séance de ce soir. Donc, on accueille ce soir M. Benoît Hay, qui est le premier acte de programmation, avec qui nous travaillons depuis un peu plus d'un an maintenant, dans une petite équipe qui s'est constituée avec M. Abou, M. Dess et M. Adot, sur la définition du besoin pour le gymnase. Donc il s'agit, je rappelle, donc ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille sur le sujet. Durant cette période, on a reçu pratiquement, même je peux dire, toutes les associations concernées, tous les utilisateurs concernés, et je précise, et ça répond à l'an septembre. Dernier point, ça n'est pas figé. Les choses ne sont pas figées. On décide de lancer un concours d'architecte. Les choses ne sont pas figées. Donc il s'agit d'autoriser le maire à lancer un appel d'offres relatif à une mission de maîtrise d'œuvre intégrant un concours d'architecte dans le cadre du projet de construction du futur gymnase. Un long travail a été effectué depuis le début de l'année 2019 avec notre assistant à maîtrise d'ouvrage, Benoît Hay, pour concevoir un projet
de gymnase abouti et durable. Alors, on avait programmé ce conseil au mois de décembre, mais au mois de décembre, on était en période de grève, nous le sommes toujours, d'ailleurs, et M. Hez a pris ses dispositions, et il est venu en véhicule. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on avait décalé ça tombait en plein un jeudi de grève. Vous vous en souvenez. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été étudiés. On en a numéroté 8, mais il y en a eu probablement plus que ça. Et le 8 a été retenu car il répond à la fois aux attentes du collège, c'est sa destination première, mais aussi à celle des associations sportives de Viarmes qui ont besoin d'infrastructures conformes à un certain cahier des charges pour pratiquer leur activité, notamment le hockey roller et le tir à l'arc. Ce gymnase multisport sera accolé à un dojo pour permettre la pratique du judo, un parvis faisant le lien entre le stationnement créé, l'école primaire et le parc aménagé est prévu. Une voie reprenant les éléments existants du parking des professeurs du collège et un lien avec l'école primaire seront aménagés. Donc c'est un gymnase qui fera 28 sur 48, pouvant ainsi accueillir un plateau traditionnel de sport de balle, mais en plus la possibilité de faire du hockey roller et du tir à l'arc, ce qui satisfera les associations sportives locales. Il est aussi envisagé l'aménagement d'un espace de verdure avec un parcours de santé. Tout ça, c'est envisagé, je répète bien que ce n'est pas figé. Le coût total estimé du projet est de 5 536 800 €. Ce montant sera affiné, bien évidemment, par le futur architecte à l'issue de la phase de mission projet. Voilà, donc je vais vous demander de bien vouloir vous déplacer, peut-être vous mettre sur les côtés, pour pouvoir assister à la projection et à la présentation qui va nous faire vous déplacer aussi. Prenez vos chaises. Oui, vous avez des chaises. Tout le monde voit. Voilà. Bien, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais présenter rapidement le premier acte de programmation, pour moi-même. Le premier acte de programmation, c'est une SCOP qui est basée à Poitiers. Nous sommes spécialisés dans la programmation architecturale et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de bâtiments publics, quels qu'ils soient. On fait des gymnases, les bâtiments culturels, on fait des CPI. Voilà. Notre mission de programmation est cadrée par la loi, l'ancienne loi MOP, aujourd'hui reprise dans le Code de la commande publique, et on fait de la programmation, de la faisabilité, de la programmation et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La faisabilité, c'est pour mesurer, comme son nom l'indique, la faisabilité d'un projet. La programmation, on va programmer précisément le bâtiment à venir. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, quand on a la mission, nous permet d'accompagner la collectivité ou le PCI qui ont fait la demande sur le recrutement d'une maîtrise d'œuvre. Et ensuite, on peut suivre les missions de l'architecte, qui sont regroupés en avant-projet, en phase projet, et même on peut faire des suivis de chantier. Pour le compte. Voilà. Si quelqu'un n'a pas amené son document, qui vous avait été remis au dernier conseil, on en a ici. Hein. Si vous n'en aviez pas, on peut vous en faire passer. Le document qui va être projeté. C'est bon.
Donc notre agence est basée à Poitiers, je ne sais pas si je le dis, et nous travaillons sur la France entière. Voilà. Nous avons à peu près une dizaine de dossiers par an, 13, et un peu plus de la moitié en phase de concours. Voilà. Donc nous avons été missionnés par la mairie de Viarmes pour programmer l'équipement sportif. La programmation procède toujours de la même manière. On fait un diagnostic technique, un diagnostic sensible. Le diagnostic technique, c'est un diagnostic réglementaire du bâtiment quand il y a lieu, réglementaire du PLU, hein, évidemment, et puis du terrain d'assiette, etc. Le diagnostic sensible consiste en une série d'entretiens que la mairie nous donne des personnes à rencontrer, et nous les rencontrons en entretien individuel. C'est ce qu'on a fait ici. De ces deux diagnostics, on débouche sur un constat qui nous permet, je vais vous montrer, de développer un schéma fonctionnel, un tableau de surface, qui nous permet de chiffrer le projet. On fait quand même quelques dessins, vous allez le voir, pour insérer le bâtiment, pour voir si ça loge. Mais en aucun cas, nous sommes des architectes, même s'il y en a dans notre équipe. En aucun cas, c'est une mission de maîtrise d'œuvre. La programmation permet de cadrer un premier projet et donner les contours financiers de l'opération. Voilà. Donc là, pour le coup, effectivement, nous avons commencé notre mission fin 2018. Nous avons fait plusieurs fois. Nous avons développé plusieurs scénarios qui, à chaque fois, ont été confrontés. On a étudié un peu le site. Les éléments que vous voyez ici, vous connaissez votre ville, sont plus destinés à la future maîtrise d'œuvre dans le cadre d'un concours. Une présentation. Là, ça nous permet de repositionner sur le site le terrain d'assiette par rapport au contexte urbain du projet. Stationnement, circulation piétonne, les points primordiaux. Le schéma sensible. Le schéma sensible, il résulte, c'est un schéma synoptique, si on peut dire, ça résume tout le diagnostic sensible, les entretiens. Ça nous permet d'avoir des premières orientations. Oui, c'est vrai. Pas parfait. Donc, on a les activités et les espaces. On commence à dessiner, au regard des attentes des clubs, des scolaires, une idée des espaces qui nous permettent d'avancer sur des fonctions, de grandes fonctions, et sur le principe même de l'équipement. Sur cet équipement, la deuxième partie, c'est un schéma fonctionnel. C'est ce document précisément qui apparaîtra dans le programme technique détaillé, c'est-à-dire le cahier des charges qui sera remis à l'architecte qui aura le concours, hein, enfin tous ceux qui vont concourir même, pardon. C'est la seule représentation graphique qu'ils auront. Alors, on ne fait pas de plan. Donc ça permet aux architectes de voir les fonctions principales et les relations fonctionnelles entre ces fonctions. Donc, comme je l'avais indiqué, c'est au regard des entretiens, du schéma sensible précédemment, et de notre expertise, qu'on a développé ces fonctions-là. On a une fonction d'accueil, avec un espace de convivialité. Espace de convivialité, pour faire vite, c'est un clubhouse. On va appeler ça espace de convivialité. Des sanitaires, pour le public. On a un grand plateau, sur lequel est flanqué 2 bureaux administratifs. Donc ça peut être réservé aux associations, aux clubs, sur des petites tâches administratives qui permettent d'avoir... On a besoin d'un bureau. Une infirmerie, s'il y a une blessure, et des locaux techniques. Une partie et une autre partie ici. Le grand plateau multisport, c'est comme ça qu'on l'a vu. On ne nous a pas dit, on n'est pas venu ici, on n'a pas fait un plateau dédié au basket Pro A pour une équipe professionnelle qui joue qu'au basket. Là, on nous demande un plateau multisport, d'accord, avec des gradins, un espace dédié pour le tir à l'arc, un espace dédié qu'on a développé pour l'escalade. Un autre bâtiment vient s'accoler au premier, qui peut fonctionner avec le grand bâtiment, vous voyez, c'est une grande circulation, hein,
mais qui peut avoir aussi son existence propre, enfin une entrée indépendante. Je le répète, ce n'est pas un plan, c'est une orientation fonctionnelle. Les architectes pourront dessiner autre chose. Simplement, on fera attention à ce que ce qui ressort du diagnostic soit présent dans le dessin de l'architecte. C'est notre taf, c'est notre boulot, pardon. Vous voyez, si on dit qu'il faut passer de l'accueil à la grande salle, on ne pourra pas faire autrement. On vérifiera que le travail soit fait comme le fait la programmation. Donc le dojo, les rangements dédiés, des vestiaires dédiés, et à chaque fois des vestiaires aussi pour l'encadrement, pour les professeurs ou les moniteurs. Des espaces de rangement, je vous dirai un peu plus précisément de quoi il s'agit, et puis d'autres vestiaires, 2 vestiaires hommes et 2 vestiaires femmes. Ce schéma fonctionnel, il est assorti d'un tableau des surfaces, qui sera détaillé, dans le programme technique détaillé. Ce tableau des surfaces nous permet de développer 3 types de surfaces. Je vous les explique parce qu'il y a des acronymes, mais c'est un peu barbare. Les surfaces utiles, ce qu'on appelle la SU, sont les surfaces dédiées aux activités. D'accord ? Proprement. Hein. Donc nous, on nous dit qu'il nous faut, je ne sais pas, 80 mètres carrés d'accueil, c'est les surfaces utiles, 80 mètres carrés. Ensuite, on a les surfaces de plancher. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est le règlement. Les surfaces de plancher, c'est la surface utile, plus les circulations, les couloirs. Et enfin, on a la SDO, la plus grosse, qui sont les surfaces utiles, les circulations horizontales et verticales lorsqu'il y en a, et les locaux techniques. C'est pour ça qu'il y a une différence. Vous voyez, 2690, ça, on utilise ça, et puis le bâtiment, pour vivre, il a besoin de 2991 mètres carrés. Répartis dans des grands pôles, un pôle d'accueil regroupant un hall, un grand espace, un espace de convivialité, donc clubhouse avec un bar et quelques tables, des bureaux, une infirmerie et des sanitaires, pour un total de 175 mètres carrés de surface utile. On a estimé, vous voyez là, une petite ligne dégagement et circulation. En programmation, on applique un ratio, c'est-à-dire qu'on estime que les couloirs ne doivent pas représenter plus de 8% des surfaces utiles. Ça nous permet, et ça permet à la mairie et à nos clients, de vérifier le projet architectural de l'architecte. Les architectes vont faire un bâtiment où il y a beaucoup de couloirs, par exemple. Donc ça nous permet toujours d'être opposable. Dire non, nous on a un bâtiment, on veut moins de couloirs. Le plateau multisport, il regroupe un plateau, donc aire de jeu, une taille réglementaire de 24 mètres par 48, c'est un peu double, hein, largeur-longueur, avec des mètres carrés, tous les mètres carrés sont prévus, hein, avec des mètres carrés concernant, en plus de ce plateau-là, une sorte de coursive autour du plateau qui correspond au passage derrière les rambardes qui sont obligatoires pour la pratique du roller hockey. Vous me suivez bien, le plateau, des rambardes avec des filets pour jouer au hockey, et derrière, autour, on peut tourner. D'accord ? Donc les mètres carrés sont prévus. On a un espace de gradin, 110 mètres carrés, ce qui correspond à une centaine de places. On a mesuré aussi le coffret des cibles, c'est-à-dire sur un mur pignon, un des plus petits murs du bâtiment, sera prévu des coffrets pour le tir à l'arc. Alors des coffrets, ils seront derrière les rambardes, il faudra enlever les rambardes, et les coffrets, c'est qu'on peut fermer la cible pour pas qu'elle soit abîmée par des ballons ou des palets. On avait prévu ce qu'on appelle une structure artificielle d'escalade, une emprise pour un mur d'escalade. On a prévu 2 vestiaires femmes, 20 mètres carrés chacun, donc ça fait 40 mètres carrés de vestiaire pour les dames, 40 mètres carrés de vestiaire pour les hommes. 4 vestiaires en tout. Des vestiaires pour les enseignants de 10 mètres carrés pour les femmes, et des vestiaires pour les hommes enseignants de 10 mètres carrés. On a sur cet espace multisport des sanitaires de proximité. Alors, quand vous faites du sport, vous n'êtes pas obligé de retourner, de traverser, de retourner dans l'accueil pour aller au sanitaire. Il y a des sanitaires souvent qui sont à proximité des vestiaires, sans être dans les vestiaires. Parce que quand tout le monde est sur le plateau, souvent on ferme les vestiaires. On a des rangements à hauteur de 300 mètres carrés dans un espace brut qui sont divisés en plusieurs sous-espaces qu'on peut imaginer grillagés. Mais là, vous savez, comme des grandes cages que l'on ferme.
Là aussi, l'architecte pourra proposer autre chose dans le cadre de sa mission. Mais de toute façon, on a des surfaces. Par exemple, on a un box de 50 mètres carrés, un de 40 mètres carrés, 4 de 25 mètres carrés, 4 de 15 mètres carrés et 5 de 10 mètres carrés. Ce qui permet, selon les activités, si on doit ranger une activité volée, on a besoin de plus de place que 10 mètres carrés pour mettre les poteaux, les ballons, tout ça, et les filets. Donc on a essayé de trouver un maximum d'espace, en fait, de rationaliser les espaces. Là aussi, ça sera à la mairie où il faudra voir au moment comment gérer les clés. Qui a les clés de ces box, comment on y rentre, est-ce qu'on peut y rentrer par l'extérieur, etc. Sans être obligé d'ouvrir tout le gymnase. Là encore, des dégagements, toujours à hauteur de 8%, 7%, à 146 mètres carrés. Le dojo, un espace d'accueil de 25 mètres carrés, un espace de combat qu'on a appelé pieds nus. La zone de combat, elle sera proposée de 10 par 10, avec autour un pourtour de sécurité de 3 mètres. Ça vous fait un carré de 16 par 16. 10 de combat, plus 3 de chaque côté. Plus un espace public. Alors, je prends l'exemple des parents souvent qui viennent voir, ce qu'on appelle les chaussées. Ceux qui sont, on n'est pas obligé de se déchausser pour entrer. Donc, un espace public qui sera de 80 mètres carrés, sur un seul côté de l'aire de jeu, de l'aire de combat. Simplement, on a visité un certain nombre de gymnases dans le département, et on a souvent constaté, quand il y a des enfants jeunes, souvent les parents sont présents, ils aiment bien voir, être présents, et avoir un espace pour qu'ils puissent rester le temps où les enfants sont là, ça semblait une chose importante. Là encore, toujours pour du fonctionnement optimal, des sanitaires de proximité. On va être obligé de quitter le dojo pour aller à l'autre bout du bâtiment. 2 vestiaires, hommes, femmes, de 20 mètres carrés, et 2 vestiaires pour les enseignants. Tout ça, c'est réglementaire. On ne peut pas faire l'économie, il ne faut pas mettre qu'un vestiaire. Et encore une fois, un pourcentage de circulation, pour calculer la SDO. Ensuite, des servitudes techniques. Il ne faut pas les oublier. Vous en avez pour 175 mètres carrés. 110 mètres carrés, pardon. Une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait la différence entre 40 mètres carrés et 20 mètres carrés de l'autre côté pour le même nombre de personnes? Le premier tableau, vous voyez dans la colonne des unités, on a 2 vestiaires femmes et 2 vestiaires hommes. Donc 2 fois 20 égale 40. Et sur le dojo, on a mis qu'un vestiaire femme et qu'un vestiaire homme. Donc 20. On a des servitudes, donc des espaces techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, qui sont des espaces de chaufferie et de ventilation. Il faut bien mettre une chaudière, des ballons d'eau chaude pour les douches, un peu de chauffage, quel que soit le mode de chauffage choisi. Même si c'est des aérothermes, à un moment donné, il faudra de l'eau chaude pour les chauffer. Un TGBT, alors c'est très barbare, mais c'est un tableau électrique, un gros tableau électrique, c'est une pièce dédiée, tableau général pour enfants. Du local pour le matériel d'entretien, qui ne sera pas le même local que le rangement des équipements sportifs, parce qu'il faut de l'eau, un point d'eau chaude, etc. C'est un bâtiment ventilé. Un local déchet de 10 mètres carrés. Plus, encore une fois, un pourcentage de dégagement et de circulation, qui sont théoriques, les dégagements et de circulation. Ensuite, pardon, je reviens en arrière. De toutes ces sommes-là, on arrive à un total de 2690 mètres carrés de surface utile pour un bâtiment de 2991 mètres carrés de surface dans l'œuvre. Pour les plus initiés, autrefois on appelait ça la chonne, surface hors d'œuvre nette. La SDO, ça a changé sur la volonté d'un gouvernement. La SDO, c'était au nu, au droit nu des murs intérieurs, la SDO, et la chonne, c'est à l'extérieur. Donc ça prend l'épaisseur des murs. On a changé ça pour pouvoir rentrer des espaces habitables. Même si encore beaucoup utilisent la chaude. Quand on a ces surfaces-là, on nous dit qu'il y a un terrain. Le terrain, c'est celui de la rue de Fontaine-l'Amour. Ça, qui est là.
là, il est dessiné dans ce sens-là. On a essayé toutes les formes. Hein. Le bâtiment, je ne l'ai pas présenté, le terrain, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure. Le terrain présente un fort dénivelé. Là, on est au plus haut, là, au plus bas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être de mémoire. Je me demande s'il n'y a pas presque 4 mètres. Je ne sais plus, hein, je dis peut-être des bêtises. Je n'ai pas le document sous les yeux. Donc ça veut dire qu'un bâtiment, un gymnase qui fait peut-être 6-7 mètres de haut, vous voyez, il faut le mettre sur un seul niveau. Donc ça peut faire le dénivelé, il est difficile à traiter. Soit on décaisse énormément, comme ils ont fait pour le collège. Si vous voyez, c'est sacrément décaissé le long de la rue. On descend facilement 1,50 m, 2 mètres. Et ici, le construire comme ça permettait d'avoir un accès assez rapide au groupe scolaire, au CES, et puis de moins décaisser. D'avoir une coupe un peu moins forte. Le bâtiment, dans l'ensemble, il prend la moitié des parcelles. D'accord? Et puis, on s'était dit, quitte à avoir un aménagement, autant que le bois qui est au-dessus, un bois actuellement, soit aménagé. Dans le cadre de cette opération-là. Il y aurait la création d'une voirie qui reprendrait, je peux remettre la photo aérienne, mais qui reprendrait grosso modo la voirie d'accès au parking des enseignants du CES. Donc il y aurait moins de travaux de voirie à faire. Et un parvis qui permettrait de ne pas avoir un bâtiment directement sur la chaussée. Et un fonctionnement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un dessin de principe. Les architectes, on leur donnera le schéma fonctionnel, les contraintes du bâtiment, les contraintes du terrain, et on n'a pas le droit, nous, en tant que programmistes, et encore moins en tant que maîtrise d'ouvrage, d'imposer des choses. On peut donner des grandes orientations, et dans un concours, on ne peut pas dire vous faites ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est comme ça que le schéma fonctionnel est différent de celui-là. Totalement. Le schéma fonctionnel, vous ne le voyez pas, mais ici, il y a marqué le schéma ne définit pas les dispositions géographiques du bâtiment. Ce schéma fonctionnel, le seul truc opposable, il faudra y faire attention, vous y à tous, si je ne suis pas là, normalement aussi, c'est de dire, c'est ça là, c'est les petits signes, c'est les relations fonctionnelles. D'accord? Il peut faire le bâtiment comme il veut, mais s'il met l'accueil ici, par exemple, à côté du chauffage, il n'y a pas de raison d'être. Hein? Voilà, donc il faudra faire attention aux relations fonctionnelles. Le programme technique détaillé, ça va être un document qui va faire entre 100 et 120 pages. On va définir tous les espaces. On va avoir une page ou 2 pages pour la zone d'accueil, et dedans, il y aura marqué les liaisons fonctionnelles de cet espace-là avec les autres. Là, on l'a mis comme ça, parce que ça fonctionnait plutôt bien. Vous voyez que le plan n'est pas du tout détaillé. C'est pas un plan, pardon, le dessin n'est pas du tout détaillé. Pour vous donner une idée, le bâtiment tel qu'on l'a présenté là, en vert pâle, il pourrait avoir ce volume-là, en rouge. On est sur un bâtiment qui fait 3000 m². Vous voyez les tailles par rapport au collège qui est ici, la mairie qui est ici, ou au groupe scolaire. On arrive aux estimations. Alors, les estimations, quand on fait de la faisabilité et de la programmation architecturale, on donne à nos clients ce qu'on appelle un chiffrage toutes dépenses confondues. Un architecte qui vous donnera un coût travaux. Nous, pour que les délibérations soient faites et que les marchés publics soient passés au regard des réglementations, on se doit de donner à nos clients toutes dépenses confondues. Donc, une estimation des travaux, mais une estimation de tout ce qui tourne autour des travaux. Les honoraires de la maîtrise d'œuvre et toutes les études techniques liées aux travaux. Et toutes les prestations qu'il va y avoir. Ça fait beaucoup, mais vous verrez, il y a du monde pour un chantier. On a fait un premier poste. La programmation, nous ne sommes pas des économistes de la construction. Enfin, si on l'est, mais en phase programmation, on est certifié pour ça. Mais on n'est pas des économistes de la construction. On ne va pas vous dire, on va mettre 835 mètres linéaires de placo-plâtre posés de telle façon.
On travaille par ratio. Notre travail, notre syndicat, nous couvre là-dessus. On travaille par ratio. Le premier ratio, on met le terrassement, le gros œuvre, le clos couvert et l'étanchéité. Grosso modo, un bâtiment hors vent, hors eau, construit. On a prévu un gros œuvre général à partir des surfaces d'enveloppe, vous vous souvenez, 2991, pour un montant d'1,2 million. Ça, c'est l'enveloppe du bâtiment et son toit. Simplement, souvenez-vous, je dis que le terrain était sacrément en pente. Donc, pour construire un bâtiment en pente, comme tous les bâtiments, un terrain en pente, comme tous les terrains, tous les bâtiments, on fait du terrassement. Donc là, il y a un peu de terrassement, un peu fort même. Et on a la troisième ligne, cuvelage, partie enterrée, drainage. Pourquoi? Parce que ce terrain-là draine beaucoup d'eau. Ça, c'est ça, tout le monde le sait. Les études géotechniques l'ont montré. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'on appelle cuveler la partie, blinder. Simplement faire un mur étanche, comme on va décaisser. Je ne sais pas si vous me suivez. Le terrain en pente, on décaisse pour construire la partie la plus élevée ou de la terre, on la cuve. Pour pas qu'un matin, il y ait de l'eau dans le gymnase. Ça se fait couramment. Et je peux vous assurer que j'ai vu des chantiers où c'était bien plus important que ça, le cuvage, plusieurs millions. Le second œuvre général. Qu'est-ce qu'il y a dans le second œuvre général? Plâtrerie, sol, peinture, carrelage, faïence, etc. On a un ratio de 150 € par mètre carré, c'est pas très fort. Nous sommes dans un gymnase. Vous feriez un auditorium, une scène nationale, un théâtre, ça serait beaucoup plus fort. On a 450 000 € pour couvrir la plâtrerie, les menuiseries intérieures, le carrelage, les faïences et la peinture. On a l'électricité. L'électricité, c'est les courants forts, CFO, les courants faibles, CFA. Les courants faibles, aujourd'hui, tout le monde s'en doute, on en a de plus en plus besoin. C'est Internet, par exemple. Les courants forts, c'est l'électricité générale. L'éclairage. Le gymnase, on a besoin de beaucoup d'éclairage. On a estimé que le lot électricité représenterait 270 000 €. On a un poste ascenseur, il n'y en a pas, il n'y a pas d'ascenseur, on l'a laissé. Tout est à zéro. On a prévu du mobilier. Alors, ce n'est pas le mobilier sportif, c'est le mobilier, je vais dire tout venant, c'est le mobilier pour l'ensemble des espaces. Vous voyez, pour l'accueil, pour l'administration, l'espace de convivialité, les tables, les chaises, l'infirmerie, s'il faut une table pour manger quelqu'un. Et un poste non négligeable qui s'appelle la signalétique générale. C'est une mission qu'on donne aux architectes. C'est la mission qui permet de faire les petits panneaux. Accueil, entrée, sanitaire, etc. C'est une mission souvent chère. Des fois, on se demande... Bref. Équipement, il y a un 6e poste qui s'appelle l'équipement sportif spéciaux. Comme j'en parlais tout à l'heure, vous seriez sur une salle de spectacle, ce serait la grille technique des équipements spéciaux. Une médiathèque, ce serait le mobilier spécial pour mettre les livres, les CD, ou accueillir les petits quand ils voient un compte. Les équipements sportifs spéciaux, dans le détail, on a chiffré un mur d'escalade, on a chiffré l'ensemble des coffrets de tir à l'arc, on a estimé un gradin, on a estimé un revêtement de sol pour le grand plateau de type steel mat, qui est un matériau qui permet la pratique multisport, dont et surtout le roller, qui demande un sol assez costaud, hein, un sol qui ne se raye pas, qui ne se casse pas. Les balustrades pour faire le tour de l'aire de jeu, obligatoire pour la pratique du hockey. Des chariots pour ranger les balustrades, les buts de basket, de hand, les panneaux. Les équipements de volley pour 4 terrains poteaux et filets inclus. Un rideau diviseur pour séparer l'espace en deux, de tiers à tiers ou moitié-moitié. Hein. En M1, si vous voyez M1, c'est le degré coupe-feu. Pas de degré coupe-feu, pardon, c'est l'inflammabilité du tissu, c'est-à-dire que là, il ne va pas brûler. On a estimé les tapis de lutte pour le tatami du dos, les miroirs de protection et la protection le long du tatami, le mobilier des vestiaires en mètres linéaires et le marquage au sol. Les équipements spéciaux pour le sport sont à la hauteur estimée de 300 000 €. Chauffage, ventilation, plomberie. Le central d'air général, celle qui ventile le bâtiment. Un
Un gymnase, il y a besoin de ventiler pas mal. Il n'y a pas besoin de beaucoup chauffer. On chauffe à 12 degrés. Il faut ventiler. Pour 224 000 €, on a prévu, sous réserve de l'étude thermique qui sera faite par le groupement, donc l'architecte il aura un ingénieur thermique avec lui, ça sera obligatoire. Il y aura une étude complète de ça. On a prévu des panneaux photovoltaïques pour 1000 m² sur le toit du bâtiment, qui viendront chauffer l'eau ou l'eau des ballons pour les douches, etc. Et un lot plomberie générale pour 164 000 €. Alors il y a pas mal de plomberie dans un gymnase, il y a des douches, des douches avec des cabines individuelles, donc on a tout mis ça là-dedans. D'accord ? Donc on a un lot chauffage, ventilation, plomberie pour presque 500 000 €. Ça paraît beaucoup, mais dans les bâtiments comme ça, il ne faut pas le sous-estimer. Et ensuite on a prévu des abords. Alors on a des abords, on a la création de stationnement. Le stationnement il a été prévu sur actuellement sert de plateau de pratique extérieure. On a des espaces verts assez élevés qui correspondent à l'aménagement du parc au-dessus. On a un parvis minéral de 40 000. On a le parcours de santé qui est chiffré à 10 000 € pour quelques éléments. On a prévu aussi des terrassements nécessaires supplémentaires pour créer des nids. Alors, il risque d'y avoir des afflux d'eau qui arrivent au-dessus du bâtiment, c'est normal. Il faut prévoir, au lieu de faire des tuyaux, on prévoit des nous, c'est plus naturel. Des tranchées filtrantes. On a une voirie, création d'une voirie, qui, même si elle reprend une partie de la voirie du CES, la voirie, vous le savez, ça coûte cher. Et on a fait une petite voirie légère pour relier la voirie à créer. Je ne sais pas si je remets le dessin, et le stationnement pour créer cette voirie qui sera créée là, pour relier les places, voilà, pour faire un passage ici, là, hein, le long du bâtiment. Voilà. Sur le projet qu'on propose ici, c'est le chiffrage qui en ressort. On a un total travaux, l'ensemble des travaux, ce qui est évoqué, plus le mobilier. Alors pourquoi on sort le mobilier, je vais vous expliquer après, à hauteur de 3 800 000 € hors taxe. Ça c'est le travaux et le mobilier. Ce qui fait, et vous pourrez comparer avec d'autres gymnases, ce qui fait en prix mètre carré de surface utile, donc celle qui est utilisable, à 1 300 €. On n'est pas, c'est pas des coûts astronomiques. Hein. 1 300 € c'est le prix d'un gymnase. Il peut y avoir moins, mais quand il y a moins, c'est souvent des bâtiments qui demandent moins d'insertion, qui sont moins grands, qui demandent moins de technicité et de multifonctionnalité. Et il y a un poste non négligeable, c'est ce qu'on définit nous dans les dépenses, toutes dépenses confondues. On estime les aléas qui ne seront peut-être, j'espère, jamais payés. Donc les aléas en cours de chantier, ça arrive. On les a estimés à 5% du montant des travaux, 190 000 €. On a mis le prix d'émission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On a mis les études techniques complémentaires qui seraient nécessaires avant le lancement du marché de maîtrise d'œuvre. Ça peut être un complément d'études géomètres, ça peut être ce qu'on appelle des études géotechniques G2 AVP. Ça coûte 6, 7 000, 8 000 €. Il peut y avoir une étude loi sur l'eau. Hein, tout ça, ça sera défini un peu plus tard. Ça, c'est prévu. On a prévu la prime concours. Je vous fais un petit point sur... les marchés publics, ils sont régis, vous le savez, par des procédures. Là, on est une procédure qu'on estime être formalisée. Donc, en matière d'architecture, le code de la commande publique n'impose pas, mais il est préférable d'avoir un concours. C'est-à-dire que vous choisissez un projet architectural. Hein, ce serait des fournitures, ce serait autre chose. Ce concours, il se forme deux phases. C'est une procédure restreinte, il y a une phase de candidature et une phase d'offre. En phase de candidature, vous avez entre 60 et 100 candidats qui vont candidater. Le problème de Paris, ça sera ça. Il y aura un jury qui va être composé. Donc c'est le Code général des collectivités territoriales qui impose donc il y a une partie de la CAO, il y a des architectes indépendants, des sièges. De ce jury, un va valider 3 candidats qui seront autorisés à concourir, à dessiner un plan niveau esquisse
avec un chiffrage, un ensemble de données techniques. On va leur demander comment ils vont gérer le chauffage et machin truc. Il faut payer ceux qui ne sont pas retenus. Le jury 2 va retenir un candidat, ceux qui ont bossé qui ne sont pas retenus, il faut les rémunérer, ça s'appelle une prime. C'est régi par l'ordre des architectes, cette prime-là. Il y a un calcul assez scientifique, très mathématique, c'est 5% de 75% de l'esquisse. Voilà. L'esquisse, on va y venir. Donc ça fait qu'il faut payer entre 15 000 et 16 000 euros les gens, les deux équipes, donc 2 fois 16 000, qui ont travaillé, mais qui ont perdu le concours. Il faut aussi payer ce qu'on appelle un OPC, l'ordonnancement, pilotage, coordination du chantier, un directeur de chantier. C'est une mission en plus de l'architecte. Soit donné à l'architecte, soit à part. Ça, c'est la maîtrise d'ouvrage qui décidera. Il y a des petites missions qu'on met quand même, pour les rappeler. Le SSI, sécurité incendie, c'est la personne qui va développer le système de sécurité incendie, les alarmes, les machins, les trucs. C'est une mission en plus de l'architecte. Le contrôleur technique, c'est la personne que la collectivité va recruter en dehors de l'architecte, surtout, évidemment. C'est lui qui va donner une validité technique aux propositions de l'architecte. Vous avez aussi une mission de CSPS, la sécurité des salariés et des protections de la santé. Donc pour les gens qui seront sur le chantier, pour pas qu'ils se fassent mal, et pour les gens qui vont vivre dans le bâtiment, qui vont faire vivre le bâtiment. Ensuite, on a des honoraires maîtrise d'œuvre. Les honoraires maîtrise d'œuvre, ça regroupe les honoraires de prestations intellectuelles qu'il faudra financer pour l'architecte, son bureau d'études techniques structure, la personne qui va faire bâtiment, la structure du bâtiment, c'est un ingénieur structure obligatoire, fluide, donc le thermique, je parlais tout à l'heure, il faudra un bureau d'études techniques thermiques pour qu'il travaille au mieux sur les panneaux photovoltaïques, sur comment faire un bâtiment le plus écologique, qui consomme le moins, et puis un peu de voirie et réseau de distribution, VRD. Il faut souvent un BET en plus, les architectes le font pas. Sur une mission, les missions qu'on donne aux architectes, elles sont régies par l'ancienne loi MOP, c'est écrit là, MOP, qui aujourd'hui est intégrée dans le code de la commande publique, c'est le livre 2, il me semble, qui dit les architectes, pour tout travail d'architecte, en relation avec la maîtrise d'ouvrage public, il faut une mission esquisse, une mission avant-projet sommaire, une mission avant-projet définitif, une mission projet, qui correspond au permis de construire, en plus, une mission ACT, assistance au contrat de travaux, je pourrais le détailler si vous voulez, hein. Une mission d'exé ou de visa, c'est-à-dire les plans d'exécution avant la mise en chantier, une mission de direction des travaux, et une mission de réception des travaux. Ça, c'est la loi. Tout ce travail avec toutes ces équipes-là, toutes ces entreprises, on estime, au regard de ce qu'on voit passer en ce moment, et pour le type de bâtiment, de 11%. Donc les architectes vont signer un contrat qui prend 11% du coût construction. Ça peut varier, hein. Il va y avoir des bonnes surprises, je pense. Ensuite, on a ajouté l'assurance dommage ouvrage qui est nécessaire quand on construit un bâtiment, c'est d'avoir une assurance en plus. Tous ces honoraires, il y en a pour 810 000 euros hors taxe. Et il y a déjà des choses, entre guillemets, qui ont été payées. Il y a déjà des études techniques qui ont été faites. Nous, on réfléchit en toutes dépenses confondues. Bon, c'est un coût projet. Donc le coût projet, construction, honoraire, études, il y en a pour 4,6 millions, hors taxe. Avec la TVA, on est aux alentours de 5,5 millions. Voilà. Le planning est autant quand les autres éléments sont assez cadrés, le planning c'est juste théorique. Vous aurez un planning définitif des travaux en phase projet, pas avant. Les architectes, même ils ne s'engageront même pas sur un planning comme je vous présente ce soir. Là aussi, on réfléchit, nous, en planning global. Il ne faut pas vous dire, il y a eu 6 mois de travaux, et puis c'est tout. On part, la première ligne, phase programme général. C'est notre boulot, là. On a commencé, on a mis au 10 septembre 2019, c'est après la phase de faisabilité, qui a duré plus de 6 mois. Les phases de recrutement, une phase de recrutement, vous voyez, si on la commence dans 1 mois, vous signerez le contrat avec l'architecte pour respecter les délais de procédure. Vous signerez, si ça commence dans 1 mois, vous signerez début octobre le contrat pour qu'il commence à travailler. 2020. Ensuite, les phases de projet et d'études, donc elles peuvent être plus ou moins raccourcies. Plus études, comment dire, j'ai oublié le mot, plus les études sont tranquilles, enfin sont
Je ne dis pas qu'il faut prendre le temps, mais c'est primordial. Pendant ces études APS, surtout en APS et en APD, c'est là qu'on va ajuster une dernière fois les éléments du programme. Qui vous voulez plus, je ne sais pas moi, la structure d'escalade. En fait, non, vous ne voulez plus. Bon, l'architecte peut encore modifier. Alors, il baissera rarement le coût du bâtiment, hein, il va le réaffecter sur d'autres fonctions. Si vous voulez, je ne sais pas moi, là ce qui n'est pas prévu, mais une piste d'athlétisme, on peut dire vous baissez le coût d'aménagement extérieur, puis créez une piste, etc. Ça peut se faire jusqu'à la PD. Ensuite, à la PD, il sera défini un coût définitif de travaux sur lequel le contrat d'architecte sera définitivement signé. C'est la loi. Avant, c'est un forfait provisoire, après, c'est un forfait définitif, et c'est sur ce forfait-là que lui s'engage. D'accord? Donc, ça sera 4%, me semble. Si le coût de travaux dépasse 4%, vous pourrez lui demander des comptes. C'est rarement le cas. Phase travaux. Donc, grosso modo, si vous lancez le concours dans un mois, ce qui est le calendrier complètement plausible, le bâtiment sera livré selon notre calendrier. Ce n'est pas le calendrier des constructeurs, mais c'est avec l'expérience. Le bâtiment sera livré à la rentrée 2023. Tout compris. J'espère que ça sera plus court en travaux. Voilà, c'est au moins. Voilà. Après, on a travaillé un peu avec la mairie, avec l'équipe de la mairie de Viarmes sur les subventions mobilisables, sur les avantages et inconvénients de certaines subventions. La plus importante, et parce qu'il y a le collège à côté, c'est la subvention du département qui impose des choses. Évidemment, elle va financer à hauteur, il faudra revoir, mais je pense que c'est encore le cas, de 35% des coûts de travaux hors taxes dans un plafond de 2 millions d'euros. Si je ne me trompe pas, peut-être que ça a changé. Mais il y a des inconvénients. Par exemple, que le bâtiment soit à moins d'1,5 km du collège, pour que les gamins puissent y aller à pied sans mettre de bus à disposition. Il faut une seule construction, pas en plusieurs fois. Voilà. Et mise à disposition gratuite au collège. Et après, vous en avez, selon les plans, selon les... Bon, peut-être qu'il faut les revoir parce que ça change. Ça change tous les ans, au regard des portefeuilles de dotation. Mais ça sera à peu près tout le même chose. Ça peut aller jusqu'à l'hôpital. Il y a des plafonds, donc ça, il faudra voir. Alors, les demandes de subvention, elles sont définies en phase avant-projet définitif. Les collectivités et l'État se basent sur un... où tout le monde s'engage, en fait, contractuellement sur un coût. Et là, on serait pratiquement, on va dire, de 50%. Oui. Maxi. Maxi. Voilà, à peu près. Ça va être trop long. Pour la phase de programmation. Vous avez chiffré aussi la déconstruction et le désavantage à l'ensemble. Oui, c'est pas ça. Oui. Non, je n'ai pas dit. Dans le poste numéro 1, terrassement gros œuvres, mais la quatrième ligne, déconstruction des amiantages, ça concerne la déconstruction et des amiantages du collège actuel, du gymnase actuel. D'accord? Alors, il était prévu, ça paraît, enfin, il apparaît aussi, c'est pour ça que les travaux, ça fait un peu plus long. Il est aussi dans le planning, c'est-à-dire à la livraison du gymnase, du neuf, le tout nouveau, qui fonctionne, tout le monde est plus ou moins content, le bâtiment sera détruit après, par la suite. C'est compris dans les 2 ans, 3 ans. Ouais. Il ne faut pas longtemps. Le plus long, c'est de désamianter. Après, le démolir, je pense, 3 jours. Le plus long, c'est de désamianter. Question, allez-y. En fait, oui, il y a des questions et des suggestions. En fait, je voulais savoir une précision si dans les équipements, est-ce qu'il est prévu les alarmes? Est-ce qu'il est prévu les alarmes? Alarmes. Ouais, pardon, oui. Il est prévu dans le chiffrage dans ce qu'on appelle l'électricité courant faible. D'accord. Et la mission
Il y a une mission spécifique de savoir comment ça sonne, vous savez, le type de sonnerie, le système de sécurité incendie, et puis où on met les extincteurs. Ça, c'est une mission spécifique qui peut être mise en option au marché de l'architecte ou un prestataire extérieur. Et il est prévu l'alarme spécifique PPMS? Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, vous avez pas fait ça. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, là, enfin, je vous dis une suggestion, par rapport à la taille des vestiaires, 20 mètres carrés pour 20 élèves, il me semble que c'est un peu faible. Si ce sont des primaires qui les utilisent, la taille des classes est environ à 29 élèves et on utilise un vestiaire. Alors là, les mètres carrés, nous on les a mis à 20 mètres carrés, c'est ce qu'on trouve habituellement. Maintenant, on peut toujours les... Enfin, voilà, le programme est figé dans son budget global. Après, il peut y avoir des variations. Moi, je vous ai mis 75 mètres carrés, je vous ai mis avec une bouchée, une charcutier. Mais attendez, c'est 20 mètres carrés garçons, 20 mètres carrés filles. Oui, x2. Enfin, Il pour y a le gymnase, rarement des classes de plus de 40 quand même. il y a 80 mètres carrés de gymnase, de vestiaire. Pour être dans l'enseignement depuis 27 ans, Oui. lorsqu'il y a 2 vestiaires, les primaires n'utilisent jamais les 2 vestiaires en même temps. Parce qu'il y a un problème de surveillance. Donc on met les garçons et les filles ensemble? Oui, parce que de toute D'accord. façon, dans les vestiaires, on se déshabille pas, on a justement deux et on met le sac avant de faire la d'autre. Donc en fait, il faudrait c'est pas un la classe de vestiaire. sport, si vous voulez, hein, c'est juste des écoles, du CP au CM2. Après, pour le lycée, collège, on ne cache pas, mais voilà. Oui, et puis pour les clubs. J'avais une autre question parce que, enfin, avec le fil de l'actualité, notamment je vous parlais du PPMS, est-ce qu'il est prévu par exemple une salle de confinement dans le gymnase? Voilà, ça, le confinement, c'est Non, comme mais si vous me c'est demandez pas- s'il y a une espace d'attente sécurisé pour personnes à mobilité réduite en cas d'incendie. Il suffit de demander à l'architecte qu'une des salles soit en sécurisée pour une attente. Enfin, D'accord. ça, en programme, on va assez loin, mais on ne va pas non plus dans le détail. Tout ça, ce sera à voir. Enfin, moi, j'ai à respecter des réglementations, mais l'architecte doit encore plus les respecter. Non, mais parce que bien souvent, c'est oublié. Parce que j'ai vu quelques gymnases qui sont sortis de là, Ah, d'accord. loin, il n'y en a pas. Un espace de confinement, ok. Question. Alors moi j'ai une remarque, on passe aujourd'hui d'un gymnase, Il y avait une question? C'est pas grave, oui, mais allez-y. on passe aujourd'hui d'un gymnase avec 2 plateaux sportifs à un gymnase sans plateau sportif. Donc moi je suggère, parce que les collègues... Un plateau sportif extérieur, vous voulez dire. Oui, extérieur, tout à fait. Ça, c'est très important que ce soit pour l'école primaire, pour le collège ou encore pour les associations sportives. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer l'aménagement parc par un plateau sportif, handball et basket, voire même un peu plus grand, parce qu'on passe de 2 plateaux sportifs à 0 pour le moment. Et ça, c'est problématique. Effectivement, les 2 plateaux sportifs, pour que tout le monde les remette bien, c'est le plateau qui est le long du terrain de basket prévu, et puis un autre terrain de basket qui est pas mal occupé, qui est au coin de la rue de la Fontaine d'Amour et l'autre rue, j'ai perdu. Oui, Un terrain de ça tennis. va. Alors, on n'en a pas parlé du deuxième, c'est C'est celui-là. ouais, c'est celui-là, donc celui-là disparaît pour faire du stationnement, Pendant la période, stationnement. provisoirement. D'accord. Ensuite, effectivement, c'était pas forcément, si on ne l'a pas prévu au programme, c'est que c'est pas ressorti fortement. Ben, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas travailler dans ce cas-là. Mais je sais pas, monsieur, moi, c'est pas ressorti fortement. Ben oui, oui, mais... Et moi, je C'est ne suis tellement pas évident. pour contre Non, les espaces sportifs les gens extérieurs. du collège ont été vus. Oui, c'était évident pour eux qu'il y a Voilà, un plateau bon, sportif. alors c'est un oubli de ma part peut-être, donc on peut le rajouter. Cependant, dans le cadre d'une délibération ou d'un marché public, soit on augmente le coût que je viens de vous présenter pour ajouter, agrandir des vestiaires, donc rajouter des mètres carrés, ajouter un plateau sportif, soit effectivement on voit si d'autres éléments peuvent. C'est ce que vont faire les architectes. Hein. Si vous leur demandez des rideaux en velours, ils vont dire attendez, le velours ça coûte ça. Moi j'ai un budget tant, donc je vais raboter sur le carrelage. Vous n'aurez pas de travertin. Hein. Donc peut-être qu'il faut trouver un équilibre en espace extérieur. On n'a pas évoqué non plus ce qu'on allait faire à la place de l'ancien gymnase. Oui. Ça laisse une place. Oui. Parce que faire un plateau sportif Bien sûr. sur un terrain C'est en bon. un gymnase, ça me paraît un peu cher. Donc effectivement, à la fin des travaux du gymnase, après la déconstruction, il y aura aussi l'espace du gymnase, de l'ancien gymnase, qui sera déconstruit, enfin démoli et déconstruit. C'est-à-dire on démonte, on enlève les fondations. Je crois que c'est essentiel en fait.
Il faut quand même absolument un plateau extérieur, hein, que ce soit même pour la population, qui l'utilise au quotidien. Et puis vous m'avez interpellé aussi sur la piste d'athlétisme, vous allez être en train de réfléchir à l'installation de où ça pourrait être. Je crois que c'est en étude, c'est bien ça? Bah, faut voir, c'est comme le plateau. C'est-à-dire qu'une piste d'athlétisme, c'est quoi? C'est une piste de 180 mètres. Bah oui, tout à fait. Donc bah, il peut se voir aussi sur le plateau ou dans les aménagements autour du bâtiment. D'accord. Ça aussi, ça sera noté. Plateau et piste. Question. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas le cas. Oui, pour nous c'est essentiel, une piste d'athlée, puis bien évidemment le plateau qui est utilisé aussi bien par les enseignants, le collège ou les habitants de la commune. Au-delà de ça, on voulait savoir s'il y aurait éventuellement des récupérateurs d'eau pour tout ce qui est arrosage ou chasse d'eau. La voirie qui va être créée, est-ce qu'elle sera tout le temps ouverte au public? Dans les courants faibles, est-ce que vous allez prévoir de la vidéoprotection? Alors, moi je prévois rien, je programme. Là vous posez deux questions qui ne sont pas de mon ressort. La vidéoprotection, moi je dirais plutôt oui. Ok. Après, je sais pas, là on n'a jamais parlé avec l'équipe en place. Alors ça c'est des choix politiques. Hein. Ça, moi, si on me dit qu'il faut mettre de la vidéo, on verra avec l'architecte pour pas que la vidéo filme les espaces extérieurs. Vous voyez, il y a une procédure, il y a la CNIL et tout ça. Donc ça sera à voir, ça coûte pas très cher. Hein. Et puis surtout, qui gère derrière? L'enregistrement, qui gère ça? En fait, la question pour moi, c'est de le faire avant plutôt que de le casser pour le refaire par la suite, en fait. Alors, les récupérateurs d'eau, vous allez avoir un décaissement de 3 mètres, je pense. Alors, il peut y avoir, il était prévu, il faut réfléchir aussi sur les études, mais récupérer de l'eau, enfin, mettre soit un puisard, donc il peut y avoir une récupération d'eau, une cuve, une grosse cuve en plastique. Je ne sais pas les mètres cubes, moi, mais il n'y en a pas pour très cher. Ni la pompe, il n'y en a pas pour très cher. Après, il faudra bien voir l'entretien du système. C'est toujours pareil. En programmation, on réfléchit toujours en global, en coût global, en fonctionnement global. Là aussi, c'est du global. C'est-à-dire, quel est l'économie. Alors, il y a le côté symbolique et il y a le côté fonctionnement. La pompe va tomber en panne, il y a des feuilles, il faut vider la cuve de temps en temps, il faut la nettoyer. Et puis ensuite, il faut. Pour quel usage? Donc, ça serait espace vert. Parce que les sanitaires. Non, moi je vois, personne ne vous le fera. Enfin, parce que, surtout des équipements publics, recevant du public, surtout des enfants, les réseaux d'eau potable, alors on sait les différencier, les réseaux d'eau potable et les réseaux d'eau de récupération, mais il y a toujours un risque qu'à un moment donné, les deux réseaux soient attachés, enfin, soient connectés en fait. Et là, et en plus les réseaux d'eau chaude, quand il y a des douches, doivent être régulièrement, une fois par an, poussés à leur maximum pour détruire les bactéries. Sinon, j'avais une dernière question sur les 100 places de gradins pour un projet comme celui-ci, accueillant du public quand il y a des manifestations sportives, vous ne le trouvez pas sous-dimensionné? Nous, on avait proposé ça. C'est ce qui nous a été demandé par les associations. Une centaine de personnes. Quand on va au gymnase, qu'on regarde un tournoi, il y a à peu près ça. C'est sorti de ce qui remontait C'est ce qui est remonté dans Alors, vous savez, le sport, il est régi par la compétition ou par le niveau qu'on veut. Et c'est vrai que les places de gradins, elles sont données si vous êtes en fédéral ou en national ou en Europe, c'est pas les mêmes places, c'est pas le même nombre. Là, il y aura, enfin, si je me souviens bien, il n'y aura pas forcément de compétition à un niveau. Donc après, les places, c'est effectivement pour les parents et puis pour les gymnases. Donc 100 places, c'est pas mal 100 places. Après, c'est toujours pareil. Si vous avez un gradin où il n'y a jamais personne, j'ai envie de dire, vous allez dire au bout de 5 ans, bah, il n'y a jamais personne sur ce gradin. Pourquoi vous avez payé un gradin? Et pour le dojo, dans ces cas-là, comment ça se passe alors pour le public? À plat, dans la zone chaussée. D'accord. Là aussi. Alors un jour, s'il y a une grosse compétition qui doit se faire, il faudra soit gérer avec le gymnase, avec des tapis qu'on pose dans le gymnase. Alors ça fait de la maintenance. Voilà. Le dojo, vu comment il est taillé, vu la zone de combat,
Voilà, ce sera surtout. C'est très bien, le dojo, très bien. Il y a combien actuellement Il y a 200 mètres carrés. Là, c'est intéressant. Oui. Mais c'est bien. La configuration du dojo est intéressante. Moi, les compétitions que j'ai vues de roller, où on a accueilli, par exemple, au volley même, on a accueilli la Corse. Oui. Parce que tu étais là, quand on a accueilli la Corse, Je me souviens. on était 10 dans le gymnase, quoi. C'est quoi la Corse? C'est un petit village de Corse. Et ouais. Et les Corses étaient nombreux, ils étaient 5. En Bastia. Donc voilà quoi. Faut relativiser un peu. On n'est pas en championnat du monde ni en championnat d'Europe. Il faut calmer un peu les choses. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est mais qui me dit c'est un dessin pas figé. Les sanitaires, hommes et femmes, dans le hall d'accueil sont en fait opposés au gradin. C'est pas très logique. Ah oui, oui. Logique serait de les rapprocher, une fois qu'ils traversent, ça c'est une remarque. Et la question, c'est la voirie qui rejoindrait le parking de l'école primaire et en pédagogie piétonne. Ben non, ça serait pas. Enfin, Parce qu'elle a le même tarif. ouais, enfin, ça serait une voirie aussi d'entretien. Je sais pas, ça sera ouvert aux voitures. Parce que le risque, c'est qu'il y ait beaucoup de voitures en fait. Technique, les services Ouais, techniques. c'est technique, il faut passer à 3,5 tonnes régulièrement. Ça va au relais, c'est pas un Oui. chemin paysager, c'est quelque chose. Non, ce sera, oui, c'est un peu d'entretien. Et puis les gymnases, ouais, l'entretien de la chaufferie, l'entretien. Alors là, toujours, quand je parle de ça, c'est toujours dans le cadre du dessin que nous on a fait. Un architecte peut tourner le bâtiment ou trouver une autre façon de le faire, ou on utilisera la chaussée autrement. On pense aussi peut-être au gardiennage, que personne n'en parle. Oui, mais moi justement, je voulais poser une question. Est-ce qu'on a une idée de combien ça coûte après en fait fonctionnement une surface comme ça? Alors, Bah, je sais pas entretien tout calculer. confondu, hein. Si on prend un gardien par exemple. Non, on n'a pas calculé. Mais de votre expérience, Bah, c'est toujours. Alors, pour les gardiens, ouais, enfin, pour un gardien, oui. Après, c'est son degré d'utilisation. Alors, un gymnase, il va être utilisé du lundi matin au dimanche soir. Ah ouais, Ouais, Il il- est à 150%. Voilà, ouais, c'est actuellement. Donc, il faut le chauffer, on chauffe à 12%. Non, ça, je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça. Non, mais ça serait intéressant Ouais. qu'on sache. Parce qu'il y a l'eau chaude. Effectivement, s'il y a des panneaux solaires, ça va coûter moins cher en eau chaude. pour simplement soustraire le coût de fonctionnement de l'actuel. Bah, oui et non, parce qu'en fait, tu vois, il n'y a pas de gardien aujourd'hui. Non, mais les deux coûts de fonctionnement. D'un côté, il y a enfin, on dit un gardien, en principe, Oui. peut-être ou pas. Après, Non mais on pensait à un gardien, bon, comment on va réfléchir au fur et à mesure. Il faut quelqu'un qui- Absolument. Qui soit là pour les vacations, pour les clés, pour changer une ampoule, pour faire des... Ce qu'on a simplement vu, c'est que partout où on est passé, il y en avait. Partout où on est allé, il y a un gardien. Bah, en fait, il y a Et c'est très, très nickel. longtemps, on avait un gardien et Oui, le paraît-il. gymnase, il était pas mal entretenu. Oui, paraît-il. Voilà. C'est vieux, c'est vieux. C'est très vieux, mais c'est vieux. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question sur le tableau des surfaces. Quand vous mettez coffret cible archer, puis le passage arrière hors tir, c'est bien le passage derrière les tirs à l'arc, derrière les Ouais, ouais. cibles, pour pouvoir récupérer une flèche qui transperce. Ouais. D'accord. Ça a été. Une demande. Je me souviens encore, monsieur qui venait de me rencontrer. Oui, oui, et puis il nous avait montré des plans d'équipement Oui. qu'on a. Que là aussi, les plans d'équipement, c'est comme le revêtement de sol. Les architectes, on va leur dire, il faudra mettre des coffrets pour archer du type machin chose. Hein. Si vous commencez à lui dire on veut telle marque, ça et ça, lui, vous regardez, et puis lui, il faut aussi lui laisser la capacité, quand même, c'est des gens intelligents. Non, enfin, ils ont la capacité de. Ce qui est le plus important en programmation, c'est des fonctions. Vous nous avez dit, il manque ça, on va le rajouter. Parce qu'il ne faut pas se C'est pas louper. figé. Voilà, C'est pas figé. il ne faut pas se louper sur les Il faut fonctions. aussi avoir des remarques et des Oui, oui, suggestions. bien sûr. Mais rien n'est figé. Rien n'est figé. Si on ne se trompe pas sur les fonctions, les architectes ils vont peut-être sortir une solution. On se dira, même moi, hein, quand je fais le concours, je vais comment ça sort. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est des professionnels. Et moi, j'ai fait des gymnases, j'ai programmé. Mais si vous avez un architecte qui en a construit 35, il y aura des retours d'expérience en construction. Lui, il pourra dire non, bah, les coffrets d'archer, moi je préfère telle marque, regardez. Ou le sol, je préfère tel sol, regardez. Une fiche technique. C'est les fonctions, le coût. Et je ne pense pas qu'on se soit trompé sur le coup.
Madame Missner. Est-ce qu'on a une idée du coût de remise en état de l'ancien, si on ne le détruisait pas? Il est mort, l'ancien, il n'en peut plus. C'est un gouffre au niveau chauffage, au niveau fuite. Franchement, ça vaut pas le coup. Moi, sans le connaître, quels que soient les travaux, s'il y a un désamiantage, c'est à peu près les tarifs qu'on vous a indiqués. Ensuite, il faut l'isoler. Et je vois tout de suite l'isolation, ce que ça va engendrer. C'est que l'isolation, il date de quand ce gymnase? Il a 40 ans, il a 40 ans. 70. Non, il dit ça. Donc c'est-à-dire que l'isolation 70, c'est pas le même que maintenant. Vous allez rajouter du poids. L'ingénieur structure qui va vous dire ouais, mais attendez, il va pas être assez solide pour tenir ça, donc il faut le renforcer. Et puis l'électricien va dire il faut tout enlever, mais si on enlève ça, il va falloir tirer plus de puissance, mais ça va pas correspondre. Plus on va après, ça peut être très court. Moi je suis un peu spécialiste de réhabilitation. Quand ça vaut le coup, la réhabilitation c'est génial. On y a réfléchi, en fait non, on y a réfléchi, on a dit tiens on va laisser ça, peut-être le gymnase au roller et au tir à l'arc, pourquoi pas. Mais en fin de compte, la maintenance, la déperdition de chauffage qu'il y a, ça vaut pas le coup. Franchement. Oui, changer la chaudière, Oui, l'entretien intense. Monsieur Fouchier. On a parlé des associations, comme là on a des danseurs dans la salle, où sont positionnés les danseurs par rapport à... Les quoi? Les danseurs. Les danseurs. Tout confondu, hein. Que ce soit les danseurs en général, les petits, les grands, ils sont positionnés dans le gymnase par rapport à... Mais les danseurs, ils sont pas là. Ils sont à leur place. Ils sont pas dans le gymnase. Vous allez mettre où, alors? Ah, Ils n'ont pas le droit de venir au gymnase. Non, une question. bonne question. Est-ce qu'ils n'ont pas de venir au gymnase ou pas? C'est une question importante. Je sais pas, les danseurs. Les danseurs ne sont pas prévus dans le gymnase. C'est un truc important à voir. Les danseurs ont une salle pour l'instant, et peut-être que, je sais pas moi, le dojo qui part, il pourrait être utilisé pour la danse, voilà. Voilà une idée, quoi. Deuxième question, concernant, ça ne rentre pas dans le projet, enfin, concernant le financement, on parle toujours du département. Est-ce qu'on s'est rapproché du ministère des Sports? Pour avoir une fourchette d'argent, c'est possible. Hein. On va taper tout le monde. Mais il faut essayer. Oui. La tirelire, On va taper la région, on va taper... Non, mais genre, évidemment. la tirelire, c'est bien. Bien sûr. Bon, tu peux nous faire confiance, là, Bien Pierre. sûr. On va aller partout, là. Moi, je vous le dis quand même. C'est là. Merci. Le ministère des Sports, L'agence nationale. on est mal passé pour voir. Ah, tu l'as donc. Bon, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ce soir, vous avez bien compris que rien n'était figé, on vous a présenté quelque chose de principe, et on vous demande simplement maintenant l'autorisation à lancer l'appel d'offres pour le concours architecte. Lancer l'appel d'offres pour le concours architecte. On vous a déroulé ensuite le planning. Donc, je vous demande... Qui est d'accord pour lancer le concours d'architecte? Qui s'abstient? Pas d'abstention, pas de contre. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Monsieur le maire, oui, la présentation était excellente, monsieur, on vous savez. Je rappelle que monsieur Hayes n'est pas venu la dernière fois parce qu'il était bloqué et qu'il a fait 400 km aujourd'hui pour venir depuis Poitiers, pour venir. Il ne repart pas ce soir. Il ne repart pas ce soir, mais demain matin. Voilà. Ce soir, on peut le remercier. C'est pour vous, ça. Vous allez en boîte. Vous allez pas en boîte.
Voilà. Non, je vais en passer par Au revoir, monsieur. Au revoir. Bien. Le point 2, c'est l'approbation des statuts du SICTOB. Donc Daniel, tu te présentes. Le point 2. Oui, alors, ne croyez pas que je suis pris d'une frénésie de mais il se trouve que l'évolution des réglementations font que, pour un certain nombre de syndicats, il faut effectivement modifier les compétences et les faits. Alors, on a déjà voté la modification. Pardon ? La lumière ? Pardon. Alors, on a déjà voté il y a 2 mois les modifications du statut du FIABI. Ça, c'était évidemment consécutif à la loi MAPTAM concernant la compétence géographique communication, si vous vous souvenez. Aujourd'hui, donc, on modifie les statuts du SICTOB, qui est le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées du bassin d'affaires et du Bon, par courrier du 17 décembre 2009, le SICTOB nous a informé de sa volonté de modification de ses statuts afin d'intégrer la prise de compétences eaux pluviales urbaines. En fait, il se trouve que dans la nouvelle loi concernant la loi NOTRe, les eaux pluviales urbaines sont considérées comme des eaux usées. À ce titre-là, elles doivent être traitées par des syndicats de traitement d'eau usée. La compétence des eaux pluviales va être transférée, qui est aujourd'hui une compétence communale, c'est l'ARPE qui traite ces eaux pluviales aujourd'hui. En fait, la loi NOTRe va transférer à terme la compétence eaux pluviales aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération. C'est une chose faite pour les communautés d'agglomération et ça sera une compétence obligatoire commune au 1er janvier 2026. Or, il se trouve que le SICTOB, dans son périmètre, intègre un certain nombre de communautés de communes, mais intègre également une partie de la communauté d'agglomération de Roissy au niveau des communes de Fos, Marly, Struyer et Saint-Vith. À ce titre-là, la compétence eau pluviale pour ces 4 communes-là revient par délibération de la communauté d'agglomération de Roissy et transférée au syndicat SICTOB. Donc le SICTOB n'est plus un syndicat intercommunal, mais il devient un syndicat mixte de traitement et de collecte des eaux usées, toujours pareil, mixte parce qu'en fait, dans ces représentations, il y a à la fois des représentations de communautés d'agglomération et des représentants de communautés de communes. Donc ça, c'est le premier point de modification du statut, c'est-à-dire qu'on change le nom du... Enfin, le SICTOB reste le SICTOB, mais dans son intitulé, c'est syndicat mixte intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées. Voilà, ça c'est le premier point. Le point 2 de l'article 3 du changement de statut, c'est que dorénavant la compétence assainissement collectif reste obligatoire pour l'ensemble des communes adhérentes au SICTOB, mais les membres de la communauté d'agglomération, mais que la compétence assainissement non collectif reste de la compétence à la carte. C'est-à-dire qu'en fait, les communes peuvent garder la compétence pour l'assainissement non collectif ou au contraire la transférer, disons, au SICTOB. Et enfin, l'article 4 dispose que la compétence eau pluviale urbaine devient obligatoire pour les communautés d'agglomération à la carte pour les communes désirant transférer de compétences directement au syndicat. C'est effectivement l'objet dont je vous parlais tout à l'heure pour les communes
de la communauté d'agglomération. Alors, il se trouve, comme je vous ai dit, qu'en fait, la loi impose effectivement au 1er janvier 2020 ce transfert de compétences au pluvial pour les communautés d'agglomération. Au plus tard, au 1er janvier 2026, cette compétence étant transférée des communes aux communautés de communes, nous en particulier, entre maintenant et 2026, il faudra étudier le transfert de compétences entre la commune et notre communauté de communes de Carnel. Et ensuite, la compétence acquise par la communauté de Carnel sera éventuellement transférée au CICTEUB. Et pour ça, on a 6 ans. Par contre, si certaines communes adhérant à une communauté de communes individuellement veulent aujourd'hui transférer leurs compétences au pluvial, au CICTEUB, elles le peuvent à titre individuel sans passer par la case communauté de communes. En particulier, pour le CICTEUB, nous sommes aujourd'hui sollicités, je vous le dis comme ça pour information, nous sommes aujourd'hui sollicités par la commune de La Chapelle-en-Serval, dans l'Oise, qui souhaite, dès à présent, sans attendre 2026, nous transférer cette compétence communauté au pluvial. Voilà, donc c'est la teneur, effectivement, de ces nouveaux statuts qui prend en compte, donc, toute cette réglementation nouvelle liée à la nouvelle autre. Voilà. S'il y a des questions. Oui. Et concrètement, cette compétence, elle passe par quoi? Pardon? Demain, cette compétence, elle passe par quoi? Demain, La Chapelle-en-Serval délègue cette compétence au CICTEUB. Concrètement, ça veut dire quoi en termes d'entretien? Ça veut dire que l'exploitation du réseau d'eau pluviale. Alors, quand on parle de réseau d'eau pluviale, il faut faire attention, ce sont les réseaux d'eau pluviale urbaine. Parce qu'en fait, il faut faire une différenciation entre les eaux, par exemple, du ruissellement, qui sont, elles, considérées comme des eaux GEMAPI, c'est-à-dire protection contre les inondations. C'est ce qu'on a voté l'autre jour pour le CIABI. Quand je dis, par exemple, les eaux de ruissellement, c'est-à-dire qu'en fait, la canalisation, je vais prendre la Viarme, la canalisation qui part de l'étang, qui passe en dessous du garage et qui va dans le rue du Fréval après pour traverser la Basse-Crée, etc., etc. Ça, ce sont des eaux de ruissellement. C'est GEMAPI. Et c'est le CIABI. C'est ce qu'on a voté il y a quelque temps. Par contre, les avaloirs de la rue Paris, les eaux qui vont dans le réseau d'eau pluviale et qui vont après jusqu'à Agnières au bassin de la Flache, ça, ce sont des eaux de pluviales urbaines. Donc, alors, pour répondre complètement à ta question, ça veut dire que tous les réseaux d'eau pluviale canalisés, l'exploitation, c'est-à-dire éventuellement les travaux qui seront à faire dessus, les extensions de réseau, les curages, notamment des avaloirs, etc., pour enlever les feuilles, etc., tout ça va être transféré en compétence CICTEUB. Par contre, la loi ne définit pas effectivement le transfert financier. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra à ce moment-là que le transfert financier soit négocié entre la commune qui a la compétence et le syndicat intercommunal qui aura la charge financière. Voilà. C'est pas comme les eaux de ruissellement où là c'était une taxe nouvelle GEMAPI qui rentrait dans le régime fiscal. Là, le coût de l'entretien des eaux pluviales reste dans la fiscalité locale, donc reste à charge financièrement des communes. On a les moyens techniques et humains d'y faire face. Pardon? Parce qu'on a les moyens techniques et humains d'y faire face. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui veulent adhérer au CICTEUB, parce qu'à un moment donné, on n'aura pas déjà une problématique. C'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, sur le budget de la commune, ce coût-là d'entretien doit apparaître quelque part, ce qui n'est pas sûr tout le temps d'ailleurs pour toutes les communes, parce que comme ce sont des ouvrages que l'on ne voit pas, c'est bien souvent un petit peu laissé, on intervient quand on s'est bouché ou truc comme ça, mais il n'y a pas d'entretien systématique, bien souvent. Voilà. Juste une
question de la mutualisation, par exemple, la chasse à l'arsalage, chez nous, c'est pour faire baisser les coûts. L'objectif, c'est... Pour faire baisser les coûts? Non, pas du tout. Non, parce que quand on est sollicité, actuellement, si vous voulez, on est en train de négocier au niveau du CITEB la charge financière que va nous retrocéder la communauté d'agglomération de Roissy, pour les 4 communes en question. Ok? Donc, tous les ans, la communauté d'agglomération de Roissy va verser une participation financière pour que le CITEB intervienne et entretienne ses réseaux. Pour la chapelle en Serval, ça va être une négociation financière. On fait le recensement de tous les ouvrages, le linéaire de tuyaux, le nombre d'avaloirs, voilà, et éventuellement des bassins de stockage si ça existe. Et en fait, on fait un coût d'entretien annuel et on négocie avec la collectivité pour... voilà. Si le transfert pour notre communauté de communes, si notre transfert était réalisé entre toutes les communes de la communauté de communes de Carnel et la communauté de communes de Carnel, ça serait à ce moment-là une négociation financière entre la communauté de communes de Carnel et CITEB. Il y a 5, sur le CITEB, il y a 5 communautés. Il y a 4 communautés de communes et une communauté d'agglomération. Bien, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? Donc qui approuve? Qui s'abstient? Pas de contre? Pas d'abstention? Merci. Alors le point suivant, c'est Daniel Dess, approbation des nouveaux statuts. Alors, autre syndicat, alors là il s'agit du SMEDGO, c'est-à-dire le syndicat mixte départemental d'électricité et du gaz, des télécommunications du Val-d'Oise. C'est un syndicat qui regroupe la totalité des communes du Val-d'Oise, sauf une, et également quelques communes des Yvelines. Alors, lorsque ce syndicat a été construit, a été créé, ça doit faire à peu près 25 ans, quelque chose comme ça. En fait, son objectif principal, c'était ce que l'on a vécu, nous, pendant de nombreuses années, c'était en fait pour collecter des finances auprès des distributeurs d'énergie, notamment Enedis, etc., pour attribuer des subventions pour les travaux d'enfouissement de lignes électriques. Bon, ce syndicat a passablement évolué et aujourd'hui, on doit faire une modification de statut parce qu'en fait, ses compétences ont largement augmenté depuis 6 ans. En fait, hein. Donc aujourd'hui, le syndicat se dote d'activités complémentaires. Il est habilité à être coordinateur de groupements de commandes dans les domaines se rattachant à son objet. Notamment, on a fait des marchés de groupements de commandes pour les collectivités, dont Yarn, pour faire des groupements de commandes en matière d'achat d'énergie électrique, en matière d'achat d'énergie gaz. Ça fait déjà 3 ans que l'on fait ça. C'est pas simplement au niveau des collectivités, c'est aussi, ils ont ouvert, par exemple, pour les établissements publics, pour le même département lui-même. Donc, en fait, il y a des compétences nouvelles qui ont été adjointes aux premières compétences du SMEDGO. On a également, au niveau du SMEDGO, réalisé en tant que maître d'ouvrage des travaux d'adduction de gaz importants, notamment dans le Vexin. Et là, on était maître d'ouvrage, donc on a d'autres compétences. Autre modification au-delà des compétences, la durée du syndicat qui est limitée. Le siège du syndicat qui était auparavant
à Pontoise, à l'Union des maires, c'est ça C'est à Pontoise. C'est à Pontoise, oui, devant l'Union des maires, c'était là. Tu cherches le nom de la rue? Oui. Enfin, en centre-ville de Pontoise. Oui, oui, c'est en face des ABF. Rue de la Coutellerie. Rue de la Coutellerie. Alors c'était une rue particulièrement difficile, on ne pouvait pas dire, etc. Donc j'ai fait le transfert du siège de ce syndicat-là, qui est maintenant dans les murs du conseil départemental. Et ça c'est disons, un deuxième point qu'il faut changer. Et puis ensuite, on a aussi modifié la composition du comité syndical. Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure que la totalité des communes du Val d'Oise et quelques communes des Yvelines étaient adhérentes à ce syndicat. Et la représentation des communes était variable suivant le nombre d'habitants. En fait, pour avoir le quorum, il fallait avoir 180 délégués. 180 délégués, vous voyez un petit peu la salle que ça représente. Conclusion, ça fait déjà depuis... en plus, on est en fin de mandat, etc. Donc, ça fait plusieurs fois, effectivement, qu'on tient l'Assemblée, il n'y a pas de quorum, et on est obligé de recommencer. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai cité d'ailleurs en Assemblée Générale au niveau du syndicat, une commune comme Argenteuil avait 13 délégués, et aucun délégué d'Argenteuil n'était présent à une assemblée générale. Parce qu'en fait, ce sont des grosses communes où il se trouve que les délégués sont beaucoup moins motivés. Les délégués des petites communes sont toujours là. Au niveau du Vexin, tout le monde est là. Mais au niveau des grosses communes, sur 13, il n'y en avait aucun. Mais quand je prends Argenteuil, j'aurais pu prendre Beson, j'aurais pu prendre les autres, c'est pareil. Voilà. Donc, en fait, pour essayer de maîtriser un peu mieux le quorum, on a décidé de proposer un délégué titulaire, un délégué suppléant pour les communes de moins de 10 000 habitants et 2 délégués titulaires, 2 délégués suppléants pour les communes de plus à partir de 10 001 habitants. Déjà comme ça, pour avoir le quorum, il faudra déjà avoir 130 délégués présents. Bon, ça sera... Bon. On limite, au lieu de 180, on descend à 130, ça sera déjà compliqué. Voilà. Bon, donc ça c'est un changement de truc, de statut. Et puis ensuite, il n'était pas mentionné qu'on pouvait avoir des recettes supplémentaires possibles. Il s'est déjà produit. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait, en tant que maître d'ouvrage, réalisé on avait réalisé des travaux d'adduction de gaz à Bréhélie, et pour ce faire, on avait bénéficié d'une participation financière de l'usine de feuilles de zinc qui était située à Bréhélie. Donc en fait, c'était pas dans les statuts, donc on met. Et en plus, comme on a changé de siège, on change de receveur, et maintenant c'est la trésorerie de Sergi Collectivité qui est notre trésorerie. Voilà, bon, voilà les points particuliers pour faire ce changement de statut. Et s'il y a des questions, Y a-t-il des questions? Quel est l'intérêt de faire un syndicat à durée illimitée, parce qu'on n'a pas besoin de le renouveler, alors si on le fait à durée limite. En général, tous les syndicats sont d'ailleurs à durée illimitée, parce qu'en fait, je n'ai pas connaissance d'avoir eu des renouvellements de statut, parce qu'en fait, le syndicat allait à terme. Donc, et avant, il devait durer combien de temps? Donc on change de illimité, c'est-à-dire qu'avant ça devait durer 10 ans. Je crois qu'il était limité à 30 ans. D'accord. Il était limité à 30 ans, et tout à l'heure je vous ai dit en fait que le syndicat avait dû être créé. Il a été créé par François Sellier. Donc ça devait... En 94, pour une durée de 22 ans. Bon, j'ai dit 25 ans, ben, j'étais dans les clous. Alors, hein. Mais pourquoi est-ce que c'était limité à 22 ans? Non, à 30 ans. Non, 22. Marqué la bon, ah bon, oui, bon,
Ah, le site c'est illimité aussi. Bien, y a-t-il d'autres questions? Je dirais deux choses. Je pense que d'avoir fait ça au département, c'est vraiment plus agréable que des endroits où c'est un petit peu, pour les tables, les chaises et tout, c'est un petit peu embarrassant. Au département, il y a quand même tout ce qu'il faut pour travailler. Il y a des salles de réunion, il y a des tables, il y a tout ce qu'il faut. Bah oui, oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ces gens-là sont nommés par qui? Par la mairie, ou sont nommés par les gens comme les délégués qui sont absents et du tout. Les délégués qui sont nommés. Les délégués sont nommés par qui? Ils sont nommés par qui, ces gens-là? Oui, oui, mais en général, l'accès au département est depuis 6 mois très réglementé. Il y a un parking extérieur qui est un peu limité. Non, mais au non, point de C'est la question. La deuxième question, c'est savoir les gens qui sont nommés par les délégués. Mais les délégués sont un syndicat. C'est un Alors, il domaine n'y a syndical. pas de réglementation qui dit que les gens doivent être présents ou 3 fois ils sont virés. Ah non, non. Ah non, mais c'est pas facile ça. Même à l'Assemblée nationale, ça se fait pas. Moi, quelque chose que je comprends pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelque chose que j'ai jamais compris dans tous les statuts. Les gens, ils font l'étiquette de représentants, ceci, cela. Ils viennent pour un moment, il faut faire des réglementations. 3 fois, 4 fois, c'est pas. Faut pas rigoler. C'est pas dans C'est pas sérieux. Je suis désolé, mais c'est pas dans le code des communes. C'est pas sérieux. Bon, voilà. Je dis même à l'Assemblée nationale, on ne fait pas ça. Mais ça fait pas sérieux. C'est du papier. C'est le règlement intérieur qui définit tout ça. Après, il est respecté ou il n'est pas respecté. Pierre, il y a des... Enfin, je ne veux pas faire de mots. Il y a des gens qui font partie de ce conseil municipal qu'on ne voit plus depuis des années. C'est vrai. Non, mais c'est logique. C'est logique. Mais c'est comme ça. Bien. Qui approuve? Pas d'abstention. Pas de vote contre. Merci. Marie-Pascale, tu nous rapportes le dernier point. Classement de la voie et du chemin blanc, voirie communale. Donc la rétrocession des parcelles du terrain cadastré AD 1078 et 1080 à usage de voirie d'une contenance d'environ 350 m² appelée allée du Cheval Blanc a été acté le jeudi 26 décembre dernier par signature d'un acte authentique entre les deux parties, le syndicat des copropriétaires du 6 et 6 bis rue de Paris d'une part et la commune de Viande d'autre part, en présence du notaire maître Alain Pasquier. Pour information, cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix d'1 euro symbolique. Cette reprise de voirie était nécessaire afin de permettre à la commune d'avoir un accès aux différents réseaux soutenus sous la voie, notamment le réseau d'eau pluviale, pour en assurer leur entretien, ainsi que de permettre d'édicter des règles de circulation et de stationnement dans cette zone. Il revient donc au conseil municipal pour achever la procédure de délibérer sur le classement de la voie allée du Cheval Blanc afin de l'intégrer dans le linéaire des voies communales. Vous avez le plan derrière. Est-ce qu'il y a des dépenses particulières à faire pour rendre cette voirie, je dirais, semblable à une voirie communale lambda, en termes de luminaire, en termes d'égout, en termes de... Tu vois, Hélène? Pour répondre à la question, il n'y a aucune dépense au jour d'aujourd'hui pour la mettre aux normes de voirie communale. L'avantage, en revanche, ça peut faire respecter ce qui peut de l'ordre du stationnement. C'est un des exemples. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, elle va rentrer dans l'escarcelle, si vous voulez, du kilomètre, voilà, et bénéficier également dans le coût de la dotation globale de fonctionnement, puisqu'on se sert du kilomètre de voirie. Pour peu, mais un peu quand même. Question, monsieur? On avait signalé sur ce voirie-là qu'il y avait eu un souci, c'est que vous avez le trottoir et qu'il y a toujours le mur qui dépasse. Donc en fait, les piétons peuvent faire un petit faire le tour. Et c'est vrai que sur ce voirie-là, aujourd'hui, les véhicules stationnent fréquemment sur le trottoir. C'est l'objet d'être propriétaire. On va peut-être plus facilement intervenir. Oui, vous l'aviez signalé, je m'en rappelle. Et derrière le mur, il y a des fourreaux qui dépassent. Il y a des fourreaux qui dépassent. Ils ne sont pas protégés. Côté court. Juste derrière le petit muret qui gêne l'accès au trottoir. Ok. Tout le monde est d'accord? Bien, je vous remercie. Je vais donner la parole
Dominique, vous voulez dire quelque chose? Ah oui, parce que vous m'avez posé des questions suite à l'intervention de Aude la dernière fois, et les réponses n'étaient pas précises. Donc je vais envoyer une lettre à William, et je vais vous la lire. C'est une communication. C'est une communication, voilà, c'est tout. Donc c'est juste pour répondre plus précisément à ce qui avait été dit. Donc je vous dis, l'intervention d'Aude Misnard lors du conseil municipal du 5 décembre 2019 m'a tellement surprise que je n'ai pas su répondre correctement à vos questions. Permettez-moi d'y apporter quelques précisions. En 2012, le comité de jumelage de Teuber-Curie, pourtant très actif, n'était composé que de 4 membres, dont Ève Walsh. Celle-ci est décédée le 27 octobre 2012. Je suis allée à ses funérailles davantage parce qu'elle était mon amie que parce que nous étions membres de nos comités de jumelage respectifs. Ève était une personnalité importante à Teuber-Curie. Cela a été un réconfort et un honneur pour moi d'être parmi plus de 1000 personnes venues du monde entier pour lui rendre hommage dans la sérénité. Je n'ai pas sollicité de remboursement de mon déplacement, considérant qu'il était autant du domaine privé que du domaine municipal. Je suis vice-présidente du comité de jumelage Verne Teuber-Curie depuis 1997. Je suis allée plusieurs fois en Irlande avec Aude pour le bon fonctionnement du jumelage, dont la première fois en 1997 pour prendre contact avec le comité de jumelage de Teuber-Curie. Et la dernière fois en 2017 pour tester l'auberge de jeunesse de Dublin avant d'y loger de jeunes Vermont. Nous n'avons jamais demandé de remboursement de nos frais de transport ou d'hébergement. Tous les membres de notre comité de jumelage ont toujours payé personnellement lors de déplacements à Teuber-Curie, quel qu'en soit le motif. J'en profite pour les remercier d'avoir partagé les mêmes valeurs que moi depuis plus de 20 ans et travaillé sans relâche à mes côtés. Je remercie aussi Daniel Dess et William Brouillet qui m'ont successivement accordé sans réserve leur confiance. Aude est bien placée pour connaître les liens d'amitié très profonds, quasi familiaux, qui lient non seulement les membres de nos comités de jumelage, mais aussi des habitants de Viarmes et de Teuber-Curie. Son intervention bien comprise a été faite par souci d'équité, mais je pense qu'il n'est pas souhaitable de comparer nos deux comités de jumelage. Leurs modes de fonctionnement sont différents, celui du comité de jumelage Viarmes Teuber-Curie étant basé sur des relations humaines plus qu'administratives. Longue vie à nos jumelages. Merci Dominique. Sabine. Georges. Sur le côté finance, le budget est en construction et au moins sur tout ce qui est fonctionnement, comme c'est une année particulière, il sera reconduit à peu près à l'identique de l'an dernier pour le fonctionnement et il sera voté avant les élections, c'est-à-dire le conseil municipal du mars. 5. Vous devez avoir les dates déjà. 6 mars. Le 6 février. Enfin, vous les avez. 6 février, 5 février. Ok. Et une commission finance aura lieu le 27 février pour justement le valider en commission. Sur le côté commerce, le 9 rue de Paris, le preneur est toujours preneur mais n'est pas rentré en son séjour de fin d'année. Il rentre lundi. On a un problème de toit dans l'arrière-boutique qui nous fait un peu perdre du temps pour l'avancée des travaux, mais son dossier de façade a été déposé et accepté déjà depuis un mois ou deux. Donc le projet est toujours là et il finira bien par avancer. La gendarmerie, rendez-vous avec le conseil départemental une dizaine de jours, le 10 février je crois, pour avancer avec la présidente du département, j'imagine, et Radio Habitat. Un accord a été trouvé avec l'architecte des bâtiments de France pour le côté rue qui posait le problème principal. Oui. La librairie a été acquise, donc la signature a été faite le 12 ou le 13 décembre, j'ai un doute, et l'acquisition de la propriété Savard, parcelle Zilly, de l'autre côté de la rue, la signature devrait intervenir d'ici peut-être un mois ou deux maximum. Voilà. Merci Olivier. Marie-Pascale. On est en finalisation du PLU. Voilà, on doit justifier notre utilisation des espaces naturels. Il y a un questionnement par rapport à ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été passera en février. Vu ce soir, et donc nous espérons qu'il passera en février. Daniel. Laurence.
Suado. Sarah, Gérard. Oui, alors le 1er février, en fait, la commission environnement organise une animation avec Trior et... Oui, Trior, moi je demande qu'on mette Trior. Hein. Non, mais il y a Trior. Oui, oui, Trior. Mais attends, on s'est engagé aussi auprès d'autres associations. Oui, mais c'est Trior, par contre, on en a parlé. Oui, oui. Et une association zéro déchet, pour qu'on apprenne à trier nos déchets. Donc Trior d'un côté avec son camion. Zéro déchet. Donc finalement, il ne prend pas le deuxième barbare, mais il vient en camion. Et puis l'association prend un barbare. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est très important parce que dans l'avenir, si les gens ne trient pas, vous allez payer les taxes. Ça, c'est comme 2 et 2 font 4. Ça, alors là, franchement, parce que aujourd'hui, on enterre. Et ça, c'est plus tolérable. On ne va pas enterrer nos déchets en permanence. Vous ne vous rendez pas compte de la pollution que ça peut provenir, ça. Et on a les moyens de tout recycler. Et on ne peut pas le faire. Alors moi, je dis peut-être qu'un jour, celui qui a un training dans la tête, là, qu'il fasse une usine ultra moderne, avec tous des robots, on mettra tout dans la même poubelle, et puis les robots trieront. Merci Gérard. Fabien, excuse-moi, je t'avais pas donné la parole. Oui, bah moi je suis en train de, comme certains disent administratif, on est en train de préparer les 60 ans du comité du jumelage. Donc ma commission est en train de travailler avec les Suisses, on est en train de finaliser le programme et on est en train de terminer les derniers détails avant de commencer à lancer. Voilà. Merci Fabien. Y a-t-il des questions? J'ai oublié de dire un truc. Oui. Il y aura un événement au mois de juin, c'est les 200 ans du tir à l'arc. Donc, on travaille là-dessus. 200 ans de la 1820-2020. Donc, ils veulent faire une grosse fiesta avec les drapeaux, circuler dans la ville, partout. Ça va être une belle fête. Et tout à l'heure, on disait qu'on ferait un tir à l'arc dans le gymnase. Et on en a déjà, non? Bon. T'es sympa avec tu m'as semé pour semer moi je t'ai rien dit sur les ordures. Bien. Il n'y a pas de questions. Plus de questions. Oui, une remarque sur les ordures. Sur les déchets. Non, les déchets, rue de Paris, il y a une fréquence, si je ne m'abuse, un peu plus fréquente de collecte des déchets. Pourquoi les riverains ont la possibilité d'y déposer uniquement leur sac de déchets et non pas leur poubelle? Je trouve ça, mais alors, le fait que ce soit régulier dans la semaine et le fait que ce soit pas en poubelle, je trouve que c'est dégueulasse. Une réponse? Oui, je fais une réponse. La dotation ordures ménagères par Trior peut être financée par le syndicat. Le syndicat achète les bacs et les met à disposition de la commune et le coût d'achat des bacs est payé sur la taxe de tout le monde pendant 5 ans. Intérêt gratuit, enfin pas d'intérêt. L'inconvénient, on est de mémoire 4 communes sur les 18 ou 20 communes du syndicat qui ne sont pas dotées en bac OM. On n'a jamais passé le cap parce que les trottoirs étant ce qu'ils sont à Viarmes, si tu mets des bacs, tu auras les bacs toute la journée sur la route de Paris. Jusqu'au soir. Alors que les sacs disparaissent. Il y a peut-être un problème d'hygiène, c'est vrai, mais on a en même temps, de ma connaissance, des sacs déchirés par des chiens, là, j'ai vu. C'est juste pas joli, je suis d'accord. Au niveau hygiène, ça peut se discuter, mais il y a un problème là, un vrai problème mécanique. On a des bacs qui seront toute la journée. L'augmentation de fréquence, c'est quoi? C'est pour les commerçants au départ? Non, toute la rue de Paris et les collectifs. Et les collèges notamment. Les immeubles. Et pourquoi on a décidé ça pour la rue de Paris versus les autres rues? Avant, on avait 2 fois et on a supprimé pour nous. C'est pas une augmentation pour eux, c'est une suppression pour nous. Parce qu'il n'y a pas d'espace de stockage. Dans les mais c'est pas des maisons. Tu stockes moins facilement dans un appartement que dans une maison. Ça participe à. Voilà. C'est vrai, donc on peut le regretter. Trouve une réponse à ce problème de bac. Non, mais j'ai pas forcément l'élément de réponse, mais je trouve que c'est une VAU, ça fait partie des choses qui font qu'après il y a moins de civilité, les gens foutent leur papier n'importe où. Enfin, là, il y avait les encombrants, c'était les sapins de Noël il y a 3 jours. Vous circuliez dans la rue à 22h, mais c'est ni fait ni à faire. C'est ni fait. Tout le monde balance ses trucs, mais c'est juste
juste... Alors les encombrants s'arrêtent. C'est pour ça qu'on est intervenu il y a une année à peu près. Oui, on ça a c'est bien. supprimé les C'est ramassages bien, des non, mais il y enfants. avait les sapins, il y avait les ordures ménagères. Il n'y a pas de place pour des poubelles, mais quand vous avez 3 sacs poubelles, vous n'avez plus de trottoir. Hein. C'est pareil. Pour pouvoir récupérer cette poubelle. Alors que là, toute la journée, Non, mais, c'est d'accord, mais à un moment donné, la seule solution alternative, c'est de mettre des points d'apport volontaires. Avec l'inconvénient des points d'apport volontaires, on a une heure d'arrêt. Voilà. Ça, c'est encore un autre inconvénient. Et les odeurs. Et les odeurs. L'été. Oui, Pas d'apport volontaire l'été, c'est quelque chose. Non, il y a un marché de nettoyage qui a été passé. En fait, c'est un Non, mais problème. je parle en général, hein, je l'ai vécu. C'est un problème de civisme. Quand tu passes à côté. C'est un problème de civisme. Bien. J'ai une dernière remarque. L'éclairage du parking, du nouveau parking à Saint-Louis, est très fort. Et très fort. Et certains habitants ont demandé s'il y avait la possibilité de baisser un peu l'intensité. Pour une fois, il est trop fort. Même s'il enlève, l'éclairage est trop fort. Les gens se plaignent. On remonte l'info. Monsieur Daboval. S'il vous plaît. Monsieur Daboval. Je voulais savoir par rapport à l'abattage des arbres de l'État, si on connaissait l'origine de l'infection des platanes, est-ce qu'il s'agissait du champre coloré? On regardera. Il faudra qu'on retrouve la note qu'on a. C'est ça. On a le compte rendu, on vous dira. C'est un champignon. C'est un champignon. C'est un champignon sûr, mais est-ce que c'est... Et si, c'est ça. C'est le champre coloré? Oui, oui. Et est-ce que le signalement a été fait à la DRAF? Nous l'a signalé, c'est l'ONF qui nous l'a signalé. On a fait ce qu'on- J'imagine que l'ONF fait son travail. Je pense que l'ONF a fait son travail. Je suppose. Je sais pas. Parce qu'en fait, Ah, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ça nous vient de l'ONF, nous on a agi. Dans le délai le plus court. J'imagine que l'ONF On a tout traité. Non, parce que moi je suis passé sur le chantier au moment où il continuait l'abattage, on va dire. Et en fait, par rapport aux préconisations qui sont données par rapport à cette infection, en fait, ils n'avaient pas de combinaison, ils ne nettoyaient pas leur botte. Ah oui, mais ça c'est... Oui. Oui, alors ça veut dire qu'en fait, s'ils ont utilisé par exemple la voie principale pour évacuer jusqu'à la croix verte, tous les platanes de la croix verte sont contaminés à l'heure actuelle. Parce qu'il y a moyen de savoir où est-ce qu'ils ont été évacués ces morceaux de bois contaminés. Alors, il y a un moyen, on va leur poser la question. Parce qu'en fait, le protocole est bien spécifique, il y a les documents en ligne sur la DRAF. On va leur poser la question. Bien, pas d'autres questions? Madame Boussard. Je vais toujours les jolis petits camions stationnés à la zone de l'ordre. On va signaler un peu ici. On l'a signalé 32 fois. Ah, moi, j'ai bien écrit. Bon, Et des déchets, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait une signalisation. Quand on monte vers Paris, sur le chemin qui est juste avant la voie de chemin de fer, à une vingtaine de mètres, il y a des déchets blancs. Pardon? Je parle pas. Ici, mais il y en a Si elle est d'autres. passée par la ville, si. C'est pour ça que je... Oui, c'est ce que m'a dit. Oui, oui, Pas que tu es passé par l'application. Ok. Bien, s'il n'y a pas de questions, je lève la séance. Je remercie le public. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir le public.